Fabrique Territoire Santé. Et je tenais tout d'abord à remercier le Salon des maires de nous avoir invités et donner cette possibilité de parler des enjeux de la santé et plus particulièrement du rôle des collectivités locales dans la lutte contre les inégalités sociales de santé. Donc pour cela, Fabrique Territoire Santé a associé à cet atelier certains de nos membres et partenaires, le réseau CCOMS et l'association Élus Santé Publique et Territoire. On va donc intervenir à quatre voix. Je vais pour ma part démarrer avec quelques éléments sur les inégalités sociales de santé, à partir notamment de ce que la crise actuelle nous en dit, et vous présenter les dynamiques territoriales de santé. Jean-Luc Roélan, psychiatre et directeur du CCOMS, vous parlera de santé mentale et vous présentera la démarche des contrats locaux de santé mentale. Laurent Elgozi apportera le regard et le point de vue d'un élu local. En gros, pourquoi, en tant qu'élu, s'intéresser à la santé mentale et comment agir, notamment avec les démarches territoriales de santé. Et enfin, Carole Bégou, coordinatrice à Échirol dans l'agglomération grenobloise, présentera la démarche et la réflexion, et puis des exemples concrets depuis sa collectivité. Donc, quelques mots pour démarrer sur Fabrique Territoire Santé. C'est donc une association, une plateforme nationale de ressources qui s'adresse à toutes celles et tous ceux, professionnels, élus, bénévoles, habitants, qui se mobilisent ou s'interrogent sur le bien-être des populations. Ce qu'on appelle les fabricants de la santé sur les territoires, et qui portent donc des dynamiques, des démarches systématiques qui prennent en compte l'ensemble des facteurs qui impactent la santé. C'est ce qu'on appelle les déterminants de santé, et qui placent aussi au cœur de la démarche la population et les habitants. Fabrique Territoire Santé est née il y a une dizaine d'années, donc sous le nom de Plateforme Ressources des Ateliers Santé-Ville, les ASV, qui étaient implantés dans les quartiers de la politique de la ville et qui ont toujours au cœur de leur approche la question de la participation des habitants et la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. On est devenu Fabrique Territoire Santé en 2017 pour prendre en compte la diversité des coordinations, notamment les contrats locaux de santé et les contrats locaux de santé mentale, puis l'ensemble des démarches, les médiateurs de santé, toutes ces démarches qui sont pas forcément estampillées du sceau d'un dispositif, mais qui vont dans le même sens et qui, bien évidemment, concernent l'ensemble de la population et pas seulement les habitants des quartiers politiques de la ville. Nos missions consistent donc tout d'abord à faire du lien, à rassembler les énergies, les initiatives, à faire réseau. Pour ça, il est nécessaire de partager des savoirs, des connaissances, des expériences, d'échanger des pratiques et des réflexions. Très concrètement, notre action, elle repose sur de l'apport de connaissances. Donc, il y a des journées de rencontres, des échanges de pratiques, des formations. On a un site internet, une newsletter qui informe régulièrement nos membres, nos adhérents. C'est aussi la valorisation des acquis en termes d'expériences qui fonctionnent, de connaissances des situations sanitaires et sociales sur les territoires. Et c'est aussi un travail de plaidoyer sur la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et sur la place et le rôle des collectivités dans la lutte contre les inégalités sociales et territoriales. Donc ces inégalités, de quoi parle-t-on? On part déjà de la définition de l'OMS par rapport à la santé, à savoir que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. C'est donc pas uniquement une absence de maladie ou d'infirmité, c'est une approche bien plus globale. Et concrètement, c'est le pouvoir réaliser son potentiel, pouvoir apprendre, grandir, se déplacer, travailler, mmh, voilà, être bien. L'OMS nous dit en effet que 10 à 25% de l'état de santé d'une population dépend du soin, uniquement 10 à 25%. Pour le reste, ce sont des facteurs biologiques. Si je suis jeune, vieux, si je suis une femme ou un homme, je ne vais pas être dans la même situation, suivant l'environnement physique, social et économique dans lequel on vit, dans un pays en guerre, suite à une catastrophe naturelle, on va avoir des difficultés particulières. On parle aussi ainsi des déterminants de santé. Un exemple fréquent et qui a été mis en lumière récemment, notamment par cette crise, c'est la question du logement, par exemple. On voit bien que suivant le logement dans lequel vous vivez, vous allez avoir des conditions et ça va impacter votre santé différemment. L'emploi que vous occupez aussi, les conditions de travail, les modes de déplacement. C'est l'ensemble des conditions et des modes de vie des personnes qui sont des facteurs déterminants et qui sont à l'origine des inégalités sociales qui sont fortes, et en particulier en France, où elles ne font que s'accentuer. Elles sont installées de longue date et elles ne font que s'accroître. De ces inégalités sociales découlent des inégalités de santé. Le sociologue Didier Fassin rappelle ainsi que les inégalités sociales en santé sont in fine la traduction dans les corps des inégalités sociales. Et elles sont par ailleurs accentuées par le fait que les personnes les plus vulnérables sont aussi surexposées et globalement en moins bonne santé. Euh,
le rapport qui est sorti récemment de l'Observatoire des quartiers politiques de la ville le rappelle, hein, les habitants des quartiers populaires souffrent plus souvent de maladies chroniques, asthme, diabète, ont un moins bon accès aux soins. Seine-Saint-Denis, par exemple, l'ARS signale que 37 des 40 villes de la Seine-Saint-Denis sont en situation de désert médical. Voilà. Et ça se traduit, du coup, par exemple, très concrètement, il y a un exemple assez connu et très parlant, hein. À 35 ans, un ouvrier peut espérer vivre 24 ans sans incapacité. Pour un cadre, c'est 34 ans. Le premier n'atteindra l'âge de la retraite à 60 ans sans incapacité. Le second bénéficiera, lui, de 9 ans de retraite sans incapacité. Donc, on est vraiment face à des disparités et des inégalités très fortes. La crise actuelle a montré et a donné à voir à tout le monde, hein, ces inégalités qui étaient connues mais qui n'étaient pas forcément prises en compte comme il se devait. Les mesures de confinement en particulier ont montré à quel point un logement, je reviens dessus, le fait d'avoir un espace extérieur ou pas, d'avoir une certaine densité de logement, le fait d'occuper un emploi qui me permet de télétravailler ou au contraire qui m'oblige à prendre des transports tous les jours, mon niveau de revenu. L'ensemble de ces facteurs ont par ailleurs un effet cumulatif qui vise et qui tend à surexposer ou au contraire à mieux protéger les personnes, notamment dans le cas d'une crise. Donc, in fine, on peut dire que les disparités observées dans l'état de santé entre les groupes sociaux sont bien la conséquence d'une distribution inégale et injuste de ces déterminants de santé avant même la question du soin. Et pour agir sur ces inégalités, les collectivités sont sans doute les mieux placées. Et là encore, la crise actuelle l'a bien montré. Elles ont été les premières concernées, les premières mobilisées. Ça se passe chez elles. Les habitants interpellent directement leurs élus locaux. Et par ailleurs, les collectivités territoriales disposent de nombreux leviers pour intervenir et pour agir sur ces inégalités. On peut citer l'exemple de l'alimentation via le développement local, via des outils comme la restauration scolaire qui peuvent être des leviers pour induire une alimentation de meilleure qualité. Il y a la politique du logement et de l'urbanisme via des outils comme le PLH, le plan local de l'habitat ou le plan local d'urbanisme, la politique de logement social, de logement accessible qu'on souhaite proposer sur un territoire, l'aménagement du territoire évidemment, un levier important également via l'éducation avec l'action des collectivités locales sur le temps périscolaire ou sur la restauration scolaire, là encore, sont des leviers importants et qui nécessitent d'être coordonnés parce qu'ils interpellent par ailleurs l'ensemble des politiques publiques mobilisées à toutes les échelles territoriales, à l'échelle nationale, régionale, départementale, locale. Et on voit bien que ces actions, pour être efficaces, sont incontournables et doivent éviter les décloisonnements et les fonctionnements en silo qui nuisent à une approche globale. Et là encore, la crise nous a montré qu'il y a eu des insuffisances importantes, des difficultés de coordination à l'échelle locale entre les différents services de l'État, ceux des collectivités locales, les associations et toutes les démarches spontanées, les mobilisations collectives. Ces dynamiques territoriales de santé ne peuvent en effet être que multi-acteurs, institutions, collectivités, associations. Elles doivent associer les habitants, les acteurs de la santé communautaire. Cite souvent Gandhi, il rappelle que faire sans nous, pour nous, c'est faire contre nous. Elles doivent s'inscrire dans la transversalité pour bien identifier les besoins et les ressources des territoires. Chaque territoire a son histoire, ses spécificités, ses dynamiques propres, et il faut pouvoir s'appuyer sur ses besoins, identifier ses besoins et pouvoir s'appuyer ses ressources pour animer une dynamique partenariale qui implique bien tout le monde, depuis le diagnostic local, doit être partagé, la définition des orientations, des axes stratégiques et évidemment la mise en place des actions concrètes. Dans ce cadre-là, les villes et plus particulièrement les coordonnateurs et coordonnatrices des démarches territoriales de santé comme les ASV, les CLS, les CLSM qui vont vous être présentés immédiatement sont sûrement les mieux placés pour copiloter et animer ces démarches. Je vais donc passer la parole à Jean-Luc Roëlan, psychiatre et directeur du CCOMS, qui va vous parler de santé mentale. Voilà. Alors, merci Lilia pour cette introduction. Eh bien, moi, j'ai travaillé pendant 35 ans comme psychiatre de secteur avec 6 communes. Et s'il n'y avait pas eu les élus locaux, je crois qu'on n'en serait pas là. On a pu développer un système de psychiatrie complètement intégré de la cité. Alors, il faut dire que la sectorisation psychiatrique qui existe depuis 1960 a été la première tentative de mise en place d'une santé territoriale, on peut dire ça comme ça,
qui va associer prévention, soins et post-cure, et qui va essayer aussi très rapidement d'intégrer les partenaires dans la mise en place de son projet, qui est un projet de soins global. Alors, ce projet qui a été mis en place dès 1960 concerne à la fois la psychiatrie adulte et la psychiatrie infanto-juvénile. Et puis, il faut bien dire qu'il n'y a que 5%, même pas, 5% des gens qui seront hospitalisés dans une année et que la plupart des patients sont en ville et que c'est leur lieu naturel, écologique, où ils vivent. Alors, très vite, en travaillant dans les territoires, a émergé la question de la santé mentale des populations et des déterminants sociaux tels que les a décrits Lilia tout à l'heure. Voilà, très vite, nous nous sommes rendus compte que la prise en charge des personnes ayant des troubles mentaux ne dépendait pas uniquement de la psychiatrie, loin de là, mais avant tout de l'entourage, de la famille, des associations, de la médecine générale. Et que très vite, les élus sont venus nous voir en disant qu'ils étaient confrontés à la question de la détresse sociale, des traumatismes, des accidents de vie qui sont constants et qui viennent jusque chez eux les interpeller. Mais enfin, qu'est-ce que c'est d'abord que la santé mentale? Alors, Lilia l'a dit tout à l'heure, la définition de l'OMS, c'est de la santé, c'est un parfait état de bien-être physique, mental et social. Donc, vous avez les trois. Alors, le Cosmos mental, qui est une vidéo qui a été réalisée par le Psycom, va nous éclairer sur ce qu'est cet équilibre qu'on nomme santé mentale. Je vous propose de la regarder ensemble. Qu'est-ce que la santé mentale et surtout qu'est-ce qui l'influence? Pour l'expliquer, partons en voyage dans le cosmos mental. Pour débuter notre histoire, commençons par la petite fusée. Cette petite fusée, c'est vous, c'est moi, et nous naviguons dans ce cosmos. L'objectif de la petite fusée, c'est de garder le cap en suivant la voie lactée de l'équilibre psychique, celui qui nous permet de nous sentir bien. Dans son voyage, elle sera toujours accompagnée de 2 systèmes planétaires qui seront en mouvement permanent. Le système planétaire ressources et le système planétaire obstacle. Si l'on regarde la planète obstacle, c'est-à-dire tout ce qui aura une influence négative sur notre santé mentale, on remarque 2 satellites qui gravitent autour et qui la nourrissent. Le satellite obstacle individuel, qui représente tout ce qui peut agir négativement sur la fusée et qui est propre à l'individu. Et le satellite obstacle collectif, également négatif, mais qui concerne les influences extérieures à l'individu. En miroir, la planète ressource évolue elle aussi en permanence et se nourrit également de 2 éléments. Les facteurs externes favorisants, comme par exemple un environnement familial bienveillant, une société dans laquelle l'accès aux soins est facilité, la reconnaissance des autres, etc. Et les ressources individuelles de la personne que sont par exemple la capacité à demander de l'aide, à reconnaître ses émotions, à gérer son stress, etc. Autant de compétences qu'il est possible de renforcer, de consolider ou d'enrichir tout au long de la vie. Mais le cosmos est grand, et d'autres éléments peuvent impacter la trajectoire de la petite fusée. Par exemple, les astéroïdes accidents de parcours qui gravitent tout autour de la fusée et qui peuvent venir la percuter à tout moment. Ces astéroïdes sont toujours négatifs et violents et vont dévier la fusée de la Voie lactée. Si au moment du choc, la planète obstacle est plus grosse que la planète ressource, la fusée aura plus de difficultés à revenir sur la Voie lactée. C'est ce qui explique que face à un même événement, 2 individus ne réagiront pas de la même façon. Autre élément du cosmos, les comètes fées. Comme les astéroïdes, elles sillonnent le cosmos et peuvent rentrer en collision avec la fusée. Mais à la différence des astéroïdes qui percutent et continuent leur route, les comètes vont s'accrocher à la fusée et devenir un poids à porter. Il va falloir poursuivre son voyage avec cette difficulté. Cependant, on peut observer une adaptation intéressante de la fusée. En effet, il peut arriver que cette comète transforme l'individu en lui permettant de développer de nouvelles compétences pour faire face à cette difficulté. Le fardeau de départ peut devenir une force, redonnant un sens nouveau à sa vie et donc renforcer la planète ressource. Enfin, le cosmos est habité par une multitude d'étoiles filantes de la vie qui traversent régulièrement la fusée et l'influencent. Il s'agit des événements de vie que nous rencontrons en cheminant, les relations amicales, professionnelles, la vie amoureuse, etc.
Ces étoiles filantes peuvent avoir une influence positive ou négative, cela dépend du contexte, du moment, de ce qu'elles nous font, mais elles auront forcément un impact sur nos planètes. Tous ces facteurs influenceront donc notre trajectoire sur la Voie lactée et la taille de nos planètes. Cependant, il n'est pas toujours simple de savoir pour soi-même ou pour les autres où nous nous situons. C'est pourquoi les balises représentent les signaux qui nous aident à mesurer le thermostat de notre santé mentale. Plus ces balises durent dans le temps et perturbent notre vie quotidienne, plus elles méritent d'être écoutées. Si plusieurs balises sont dans le rouge, c'est sans doute le signe que notre santé mentale mérite une attention particulière. Nous pourrons alors puiser dans notre planète ressource afin de retrouver le chemin d'un équilibre psychique satisfaisant. Eh bien, cette capsule est tout à fait intéressante puisqu'elle nous montre que nous sommes tous concernés par la santé mentale. Et je pense que la crise du Covid que nous venons de vivre collectivement nous a permis de constater, en tous les cas pour beaucoup de citoyens, que nous avons tous une santé mentale et qu'elle peut être mise à mal, comme on l'a vu pendant le confinement, et qu'il est important de se protéger. Alors, dans mon expérience personnelle comme psychiatre responsable d'un secteur qui ont desservi les villes de Faches-Tuménil, Ronchin, Hélène, Lézenne, Mons-en-Barœul, eh bien, dans la banlieue est de Lille, je n'aurais jamais pu mettre en place le système de psychiatrie que j'ai mis en place sans l'aide des élus locaux. Voilà, nous avons réussi à passer de 300 lits hospitaliers à 10 lits implantés au CHU, le reste du personnel étant en ville et travaillant avec les municipalités. C'est l'engagement des élus locaux et des usagers, c'est l'engagement des familles et des services sociaux qui nous a permis de mettre en place ce dispositif. Les élus nous ont donné, avec les bailleurs sociaux, 150 appartements ces 25 dernières années. Nous avons mis en place des équipes de suivi dans les appartements, de réhabilitation psychosociale. Voilà, avec les généralistes, nous avons mis en œuvre des équipes de soins à domicile. Avec les usagers et les aidants, nous avons pu créer, avec l'aide des municipalités, des groupes d'entraide mutuelle et intégrer avec les élus toutes les activités artistiques, de sport, de formation à la santé dans les centres sociaux. Nous avons pu former à la santé mentale des porte-paroles des usagers, mais aussi des habitants, des travailleurs sociaux et des gens qui travaillent dans le sanitaire. Nous avons organisé une quantité de conférences dans les différentes mairies sur le thème de l'insomnie, l'anxiété, le deuil, les addictions, tout ce qu'on a pu voir dans cette capsule, et bien d'autres problèmes qui concernent la population et essentiellement la population. Nous avons pu mettre en place ce qu'on appelle la promotion de la santé mentale. Notre service s'est organisé aussi pour répondre à toute demande en 48 heures. C'est tout à fait possible et c'est une demande des usagers. Les psychothérapies sont disponibles et gratuites. Voilà, tout cela a été discuté dans le conseil local de santé mentale. Mais alors, vous me direz, comment créer un conseil local de santé mentale? Alors, nous avons fait une petite vidéo qui vous expliquera très facilement comment faire cela. Un conseil local de santé mentale est un espace de concertation et de coordination autour de la santé mentale d'un territoire. C'est une démarche de santé publique souple et horizontale. Les élus du territoire, la psychiatrie publique, les usagers et aidants, ainsi que tous les autres acteurs ou citoyens se sentant concernés sont invités à participer. Notre santé est en grande partie déterminée par notre environnement. Il convient donc de rassembler et coordonner correctement les acteurs de tout champ à l'échelle locale pour une amélioration concrète de la santé mentale dans la vie quotidienne de la population. Les problèmes de santé mentale ne sont pas toujours visibles et concernent plus de personnes que nous pouvons l'imaginer. Une personne sur 3 présente au moins un trouble psychique. 85% d'entre eux n'auront pas recours à la psychiatrie. L'objectif du CLSM est donc de favoriser le bien-être mental où que nous soyons, en portant une attention toute particulière aux quartiers politiques de la ville et notamment à l'accès aux soins, à l'inclusion sociale ou encore aux déterminants essentiels de santé. Un CLSM doit naître d'une volonté commune d'élus locaux, de psychiatres, d'usagers et d'aidants qui, à travers cette démarche politique, cherchent à créer un espace de concertation. Ces pôles de décision sont importants pour aborder de manière égale chaque thématique et répondre justement aux besoins de santé mentale. Un CLSM fonctionne en 3 niveaux. Le comité de pilotage définit les priorités et propose la création de groupes de travail. Ces groupes de travail thématiques se réunissent ensuite pour mener des actions.
Enfin, l'assemblée plénière, qui se réunit en moyenne une fois par an, propose un espace d'échange. Chaque année, de nombreux CLSM continuent de se créer en France. Des centaines d'actions se déroulent grâce au CLSM. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site du Centre national de ressources et d'appui au CLSM. Voilà, donc le centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé est à votre disposition de toutes les mairies de France pour la création, le soutien, le suivi, la formation des acteurs, pour le développement, l'amplification des conseils locaux de santé mentale. Nous avons été nommés centre ressources national par le ministère de la Santé et l'Agence nationale de cohésion des territoires. La politique de la ville est en effet le prototype de cette action par le biais, on l'a bien vu quand on a créé les ateliers santé-ville, nous en sommes fortement inspirés. Et on a vu aussi pendant toute cette crise du Covid combien les conseils locaux de santé mentale, mais aussi les autres structures de proximité en santé ont été le chaînon essentiel entre les politiques nationales et l'application locale quand elles ont été actionnées. Donc, mesdames, messieurs les maires, créer des conseils locaux de santé mentale, c'est une action utile pour vos populations et pour la psychiatrie. C'est une action utile pour la santé. Nous en sommes à 250 en France. L'objectif est 800. On vous donne rendez-vous. À bientôt. Merci Jean-Luc Roeland. On va passer à Laurent Algozi qui va nous apporter le regard et le point de vue d'un élu local sur ces questions. Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux d'intervenir dans le cadre de l'association, du congrès de l'association des maires de France, puisque j'ai été élu maire adjoint à Nanterre de 1989 à 2020 et que même si c'est fini, c'est évidemment des choses qui m'intéressent, qui me concernent et qui me touchent. Pourquoi les élus doivent s'intéresser aux questions de santé alors que chacun le sait, la santé n'est pas une compétence communale. Néanmoins, le bien-être de la population, la cohésion sociale, la manière de vivre ensemble, l'avenir de chacun, la santé des jeunes, toutes ces questions-là, l'environnement, toutes ces questions-là sont des questions qui préoccupent les élus. Et la clause de compétence générale permet au maire de se saisir de toutes les questions dont il lui paraît qu'elles sont essentielles pour sa population. C'est dans cette optique-là et pour développer cette idée-là qu'avec une douzaine d'élus, on a créé il y a 15 ans une association qui s'appelle Élus Santé Publique et Territoire, ESPT, pour développer les politiques locales de santé dans un cadre contractualisé avec l'État ou maintenant avec les ARS et pour réduire les inégalités sociales et les inégalités territoriales de santé. Voilà, ça s'inscrivait dans la suite des ateliers santé-ville qui avaient donné un peu de compétences, un peu d'ingénierie, un peu de moyens aux élus pour agir en santé. Et la santé est ainsi devenue le 5e pilier de la politique de la ville avant de disparaître. Dans le cadre des ateliers santé-ville et puis du travail fait par Élus Santé Publique et Territoire, on s'est très vite aperçu que les questions de santé mentale étaient des questions prioritaires pour les élus, encore une fois, même si ça n'est pas dans leurs compétences et même si au départ, ils ont très peu de moyens d'action. Les élus sont en effet sollicités, interpellés, bousculés par de multiples questions qui ont à faire avec les questions de santé mentale, des questions liées à la consommation de produits psychoactifs, à des situations de violence dans les quartiers, à des situations de difficultés des jeunes, que ce soit du repli sur soi, que ce soit des comportements violents, bref, toutes sortes de comportements des habitants dans une ville peuvent relever de troubles de la santé mentale et finalement arrivent sur le bureau du maire et sur le bureau de ces élus. C'est rapporté par des habitants, des professionnels, du social, de l'éducation, par des gardiens d'immeubles, etc. L'épisode du confinement et de la Covid a renforcé encore cette émergence des troubles psychiques liés à l'isolement, au conflit, au chômage, aux difficultés relationnelles dans le cadre du confinement et à renforcer finalement l'implication obligatoire des élus dans ces questions de santé. Ça part aussi d'un travail qui avait été fait avec un psychiatre de Lyon
Jean Furtos, qui avait donné lieu à un opuscule qu'on avait appelé Les élus face à la souffrance psychosociale, de la sollicitude aux politiques. Tous les mots sont importants dans ce titre, de la sollicitude aux politiques. Comment, à partir d'une interpellation, les élus peuvent faire politique, c'est-à-dire donner sens à un ensemble d'actions. Évidemment, ça ne peut pas se faire seul. Le maire, il est ni psychiatre, ni shérif, ni travailleur social. Il ne peut pas tout et c'est surtout pas à lui de tout décider. Il est que le représentant de la population et donc tout ce qu'il fait doit se faire en lien avec les acteurs compétents, mais également en lien avec la population. Et on a aussi, à ESPT, avec d'autres élus, élaboré ce concept de pouvoir de convocation du maire, qui est l'idée que sur un territoire, à partir d'un problème, quel qu'il soit, que ce soit un problème d'aménagement, de sécurité ou de santé et de santé mentale, lorsque le maire est confronté à une difficulté, il a le pouvoir de convoquer finalement tous ceux qui ont à voir, tous les partenaires, toutes les parties prenantes qui ont à voir avec cette question, que ce soit le préfet, le procureur de la République, le commissaire de police, les bailleurs sociaux ou le service de psychiatrie, les services de santé, pour faire ensemble, non pas pour faire seul, non pas pour imposer quelque chose, mais bien pour essayer d'apporter ensemble des réponses à des difficultés que chacun perçoit et finalement devant lequel chaque individu, chaque service, chaque secteur seul est impuissant et en espérant qu'ensemble, on arrivera à construire des réponses plus cohérentes. Plus globalement, et pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit Lilia Santana, les élus sont en capacité, ça ne veut pas dire qu'ils le font, mais ils sont en capacité de construire une politique locale de santé publique dans laquelle la santé mentale est évidemment une composante indispensable. C'est depuis quelques années contractualisé dans le cadre des contrats locaux de santé et le conseil local en santé mentale devient le levier d'action en santé mentale du contrat local de santé. Ça a été dit, et je ne reviens pas, les inégalités de santé, y compris en santé mentale, sont majeures. Elles ont été aggravées, elles sont aggravées par toutes les crises et en particulier par le confinement et la Covid. Et tout ce qui détermine, tout ce qui pèse sur la santé en négatif ou en positif, tout ce qui pèse sur la santé mentale, ressources, logement, et ressources, ce n'est pas simplement les ressources financières, logement, accès au travail, formation, réseau social, etc., etc. Tout cela, si on s'interroge, si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que tout cela dépend pour beaucoup des décisions que prennent les maires, encore une fois en termes d'aménagement, d'environnement, d'accès aux ressources, d'accès au sport, d'accès à la culture. Tout cela dépend des politiques construites par les maires. Les politiques nationales, mais la mise en œuvre de ces politiques nationales, la façon dont on les met en œuvre, les partenaires avec lesquels on les met en œuvre, tout cela dépend des maires. Et donc les maires ont un rôle majeur finalement dans la construction de la santé de leur population, dans la création ou pas de facteurs favorables à la santé, dans la création ou la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, et l'état de santé de la population sur un territoire est finalement, on pourrait dire, la résultante ultime de toutes les décisions que les maires prennent. D'où leur responsabilité majeure et le fait qu'ils sont interpellés, mais ils sont aussi en capacité d'agir, en capacité de mettre en forme de manière, ça a été dit, je le répète, interprofessionnelle, interinstitutionnelle, avec les associations, avec les habitants, bref. Ils sont en capacité de construire une politique locale de santé. En santé mentale, Jean-Luc l'a dit, pendant des années, on a travaillé ensemble à finalement coélaborer ce qui est devenu aujourd'hui le Conseil local de santé mentale, en tout cas dans sa forme, puisque les premières recommandations avaient été faites par le CCOMS et Élus Santé publique et Territoire, et le référentiel national en est très très largement issu. Il repose, et ça c'est fondamental, sur un triptyque, le maire qui préside le conseil local en santé mentale, la compétence technique qui est le psychiatre et le secteur de psychiatrie, et puis les partenaires indispensables que sont les habitants, les aidants, les familles. Voilà, ce triptyque-là est indispensable et s'il n'existe pas, ça n'est pas un conseil local de santé mentale.
Là encore, le pouvoir de convocation du maire est majeur pour avoir autour de la table, encore une fois, la police, la justice, les bailleurs, les services sociaux, les services culturels, les services sportifs, l'éducation nationale, bref, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont contribuer à la santé mentale de la population. Cet outil-là, ce nouvel outil, est donc complètement intégré dans les politiques municipales, il est complètement transversal, il est intégré dans la ville, intégré dans la cité, et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler de psychiatrie citoyenne, surtout si l'on a comme conviction que cet outil doit permettre aux personnes souffrant de troubles psychiques d'être des citoyens à part entière, bénéficiant de l'ensemble des biens, des services, y compris, encore une fois, culturels, y compris de citoyenneté, de participation aux décisions, comme n'importe quel habitant dans la cité. Cette mise en convergence de tous les services, de tous les acteurs pour une psychiatrie citoyenne a pour objectif l'égalité des droits, l'égalité des places, le recours aux services, mais également contribue à la cohésion sociale, à la tranquillité publique, à rassurer la population sur un certain nombre de difficultés, de troubles, de violences, de choses qui sont difficiles à comprendre et qui ont besoin d'être éclairées par les compétences de la psychiatrie. Ça permet également de contribuer, ça contribue à la lutte contre la discrimination par l'information de la population, ça contribue au rétablissement psychosocial des personnes souffrant de troubles psychiques et à leur accès, encore une fois, à la pleine citoyenneté. Alors, on voit bien la valeur ajoutée pour l'ensemble de la société d'un tel dispositif, pour les personnes souffrant de troubles psychiques, évidemment, et donc la plus-value qu'il faut absolument pouvoir développer. Quelques exemples d'actions. Bien souvent, les élus et les psychiatres se retrouvent pour la première fois autour de questions de difficultés particulières, de crise, de rupture de soins, de personnes qui ne vont vraiment pas bien et qui perturbent l'espace public. Et donc, il y a à mettre en place un dispositif d'alerte préalable pour que ces situations soient repérées le plus rapide, le plus tôt possible, en amont, en prévention, et pour pouvoir réunir tous les acteurs qui ont quelque chose à apporter, et que, au lieu d'avoir une solution unique du psychiatre, du policier ou du maire ou du travailleur social, on ait une solution concertée à partir de compétences diverses et de compétences partagées. Et puis derrière, il y a à mettre en place éventuellement une cellule de suivi, d'accompagnement pour éviter les ruptures de soins et les difficultés dans la cité. Ça, c'est une première action, mais des acteurs majeurs de repérage des difficultés psychiques sont par exemple les gardiens d'immeubles. Quelle formation peut-on leur donner pour qu'ils soient en alerte et en capacité de saisir le CLSM en cas de difficulté pour y apporter des solutions. On peut également travailler sur la question de la souffrance psychosociale des jeunes, la question des addictions, mais pas seulement, la question de l'isolement, des ruptures scolaires. Tout ça, ça peut donner lieu à un travail avec tous les acteurs au sein du CLSM. De même, l'accès au logement, qui est une question extrêmement difficile et quelquefois insoluble pour les personnes sortant de l'hôpital psychiatrique ou souffrant de troubles psychiques graves, il y a besoin de mise à disposition de logements avec un accompagnement à la fois social et thérapeutique, de manière à ce que la vie dans un immeuble, la vie donc dans la cité, soit plus harmonieuse, soit plus facile pour tout le monde. Il y a également l'accès à l'ensemble des services, la création de structures adéquates, par exemple créer un centre d'accompagnement aux soins médico-sociaux pour les personnes souffrant de troubles psychiques dans du logement accompagné, ça relève évidemment, entre autres, de la ville. Pas seulement, mais évidemment, si la ville n'est pas présente, ça ne se fera pas. Pour conclure, on s'aperçoit que ce soit en santé mentale ou que ce soit plus globalement
pour les questions de santé publique. Il y a de plus en plus d'élus à la santé. Ils ne sont pas simplement élus à la santé et au social comme avant, mais ils peuvent être élus à la santé et à l'urbanisme, ils peuvent être élus à la santé et à l'environnement. Donc on voit bien que le champ de la santé est extrêmement large et que les élus doivent s'en saisir de manière globale, transversale. Donc d'une part, de plus en plus d'élus à la santé dans les villes, mais également de plus en plus d'appels aux maires et aux élus pour mettre en œuvre, pour mettre en action les politiques décidées au niveau national et par les ARS. Et on le voit particulièrement dans le cadre de la Covid. Vous avez tous entendu le président de la République hier qui a fait un appel aux collectivités locales pour la vaccination, pour le testing, pour l'État, ni l'État ni les agences ont la capacité de le mettre en œuvre. Et c'est bien en proximité avec les acteurs locaux, avec les associations, avec les professionnels du soin et avec les habitants que tout ça peut se construire, que l'information peut circuler, que l'adhésion aux politiques nationales peut se faire. Et là, il y a un besoin absolu des élus. On l'a vu également et je renvoie tous mes collègues à une lecture attentive du compte-rendu du Ségur de la santé, où la place des élus est une nouvelle fois affirmée, élargie avec des responsabilités qu'on nous donne et donc il faut qu'on se saisisse, même si ça n'est pas une compétence obligatoire. La suite du Ségur de la santé, ça va être le Ségur de la santé publique, dans lequel il faut absolument que les élus puissent faire entendre leur voix, montrer tout ce qu'ils ont fait dans le cadre de la Covid, mais plus généralement tout ce qu'ils feront pour contribuer à la santé publique, de manière à devenir des acteurs entendus, respectés, et si possible réglementaire du champ de la santé. Et donc, Élus Santé publique et Territoire plaide pour donner plus de force à ce plaidoyer en santé publique, en santé mentale, pour que la santé devienne une compétence partagée de l'État et des ARS et des collectivités locales, puisqu'on voit que leur rôle est absolument indispensable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Elgozi. On va écouter maintenant Carole Bégou, donc, qui est coordinatrice à Échirol et qui va nous parler, évoquer la réflexion et la démarche conduite dans sa collectivité. Donc, Carole. Bonjour et merci. Du coup, oui, je travaille à Échirol et à Pont-de-Claix. Ce sont deux communes de l'agglomération grenobloise, au cœur des Alpes, à peu près 47 000 habitants. Ce sont des populations très similaires et des populations qui sont tout de même bien touchées par la crise sociale depuis plusieurs décennies. Je suis au sein du CCAS, dans un service de médiation santé qui est rattaché à un pôle social. Donc cette fois-ci, on a effectivement la valence sociale santé. Et nous sommes deux, une médiatrice santé, moi-même. Du coup, je suis amenée à coordonner le contrat local de santé. Actuellement, il est en construction. Antérieurement, nous avions une dynamique d'atelier santé-vie qui est intégrée du coup à ce contrat local de santé. Et puis, bien plus avant, nous avions des dynamiques de réseau en santé. Donc, ça fait à peu près 22 années que nous œuvrons dans ce sens-là. Le volet santé mentale du contrat local de santé, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le CLSM. Il est tout récent puisqu'il a à peine 1 an, mais c'était une priorité que les élus souhaitaient mettre en place. Et depuis 6 mois, nous accompagnons la mise en place d'une communauté professionnelle de territoire en santé qui est une autre dynamique également, dont je parlerai plus tard. Donc c'est vrai que ces dynamiques, moi ce que je trouve d'important, c'est qu'elles facilitent le travail à plusieurs, le décloisement, et il y a un réel enjeu de transversalité, on l'a chacun dit, qui facilite cette complémentarité pour faire mieux face aux difficultés. Et moi, ce que j'entends, c'est que d'une part, les professionnels disent enfin, on n'est pas seul quand on est face à des difficultés. Aujourd'hui, les habitants le disent aussi. Quand on a un souci, on peut venir en parler. Il y a des lieux pour en parler. Les élus sont là pour nous écouter. Et les collectivités également, avec les contrats locaux, que ce soit le CLSM ou le contrat local de santé, sont moins isolés dans leur construction de leur politique de santé, mais pas que. Toutes les autres politiques publiques dont elles ont les leviers. Et c'est vrai que le CLSM, c'est dire en tant que maire, nous sommes pas seuls, nous sommes épaulés par la psychiatrie et nous pouvons travailler de pleine concertation avec les habitants du territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est entre guillemets nouveau, mais qui est vraiment important pour chacun d'entre eux. Et les familles se sentent beaucoup moins isolées aussi et comprises aussi dans leur réalité quotidienne. Donc c'est vrai que les habitants
sont très demandeurs de ces espaces de concertation. Le contrat local de santé, c'est la même chose, mais c'est à l'échelle de la santé en général. Et ce qui est important aussi, je trouve, c'est que les mairies, à la fois, elles ont ce fameux pouvoir de convier tout le monde et de fédérer les acteurs sur ce territoire, mais surtout, elles peuvent avoir leur mot à dire parce que ces dynamiques de territoire permettent d'intégrer la notion de spécificité. Tous les territoires ne se ressemblent pas. Nous avons un territoire qui est avec beaucoup de personnes âgées et beaucoup de personnes jeunes, les jeunes notamment en très grande précarité, ce qui veut dire que les actions qu'on peut mettre en place, on peut les cibler aussi sur ces populations-là. La proximité, on l'a dit, c'est quelque chose d'essentiel, c'est l'échelle du lien, c'est là où se construit notre humanité. Et les habitants, quand ils ont un souci, ils se tournent vers qui? Vers le maire et ses élus. Et ça, je trouve que c'est important qu'on garde une échelle qui ne soit pas anonyme pour les habitants, d'autant plus quand on a un climat très anxiogène. Et ça participe énormément à ce qu'on appelle la démocratie dans notre société. Ces démarches, ce que je trouve aussi d'important, c'est qu'elles sont ciblées. Donc, l'atelier santé-ville, on est très attentif à des démarches qui peuvent émerger au niveau des quartiers politiques de la ville. Donc, c'est vrai que nous, on a eu des habitants qui se sont mobilisés en tant que parents d'élèves, qui étaient soucieux de la santé de leurs enfants et qui ont souhaité travailler sur l'alimentation, l'activité physique et aussi la dimension éducative. Donc, ils nous ont rencontrés en nous disant, voilà, on a ce projet, comment on peut faire? Et c'est eux-mêmes qui sont allés voir l'école, qui ont réuni le centre communautaire de santé de leur quartier, qui ont mis en place des jardins collectifs et en fait toute une dynamique autour de ce projet pour qu'en fait il soit accessible à chacun, aux plus petits comme à la famille, aux maris, aux femmes. On a travaillé sur toutes ces dimensions, le genre, les questions discriminantes. Et du coup, on a pu aussi travailler sur le fait que le matin, les enfants, pour la plupart, ne déjeunaient pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que finalement, ils aient envie de déjeuner, etc., etc. Et donc, en étant participatif, on avait ce pouvoir de changer les choses. Ce que je dirais aussi en termes d'inclusion, c'est que le Conseil local de santé mentale qu'on a monté, on a une plateforme d'alerte et de concertation sur les situations complexes et on a tenu à ce qu'il puisse y avoir, enfin, on puisse créer les conditions favorables pour que les personnes concernées, pour lesquelles on va traiter les situations, puissent participer dans la mesure du possible. Et ça nous paraissait fondamental parce qu'en termes déjà de respect, d'humanité, c'est essentiel, mais aussi en termes de facteurs de réussite, on le dit tous, c'est-à-dire qu'on ne réussit jamais aussi bien qu'avec la personne, parce que c'est elle qui va pouvoir nous dire qu'est-ce que c'est son projet de vie et comment on va pouvoir l'accompagner et l'aider dans les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Et je trouve en plus que ça crée une certaine humanité, ça change nos postures professionnelles. Donc l'ancrage territorial, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors évidemment, ces dynamiques territoriales, elles ont été largement mises en avant par la crise. Nos habitudes de travail nous ont apporté une grande plus-value, une réactivité, puisque en situation de crise sanitaire, l'enjeu, c'est la réactivité et rompre l'isolement. Et du coup, c'est vrai que ça, c'était quelque chose d'important. En plus, en tant que coordinateur, on n'est pas nous-mêmes isolés. On travaille avec un collectif santé à l'échelle régionale. Moi, en étant administrative à la Fabrique des territoires, j'ai pu du coup me mettre en lien avec toutes les coordinatrices et ça nous a permis d'être rapides en peu de temps. Et ça, je crois aussi que voilà, il faut le rappeler. Dans ces circonstances-là, c'est important. Les habitants étaient très inquiets. Du coup, que faisait-il? Il se tournait vers les élus, le CCAS, pour dire, voilà, je ne peux pas aller récupérer mes médicaments, comment je fais? Je ne peux pas aller faire mes courses, je ne comprends plus rien, où est-ce que je peux consulter? Je n'ai pas de masque, comment on se procure une attestation? Voilà, ça, c'était les préoccupations, les premières préoccupations dans les premiers jours de la crise. Et il fallait qu'on soit là. La ville avait choisi de maintenir l'ouverture du service en aménageant les mesures nécessaires de protection parce que c'était important de pouvoir répondre présent. On a mis en place une cellule d'accueil et d'écoute.
On a aussi organisé des distributions alimentaires, parce que comme on l'a dit, en situation de crise, les gens qui ont des situations très précaires en termes d'emploi, du jour au lendemain, perdaient leur emploi. Donc, à la fin du mois, il n'y avait pas de quoi acheter à manger. Donc, comment on peut acheter à manger? Comment on trouve des masques? Il a fallu organiser toute une chaîne solidaire pour fabriquer des masques. Donc, voilà, là, c'est vrai que les élus ont joué un rôle important. On a construit un plan solidaire qui permettait un petit peu de donner de l'information. Si je veux aller au cimetière, est-ce que c'est possible? Je suis inquiet, où est-ce que je peux manger, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment essentiel de pouvoir répondre à cette anxiété et surtout, ça a apaisé le climat dans lequel les personnes pouvaient être. Et ça rompait aussi cet isolement. Je pense aussi à tout le travail qui a été fait au niveau des écoles et sûrement dans bien nombreuses des collectivités. Les parents étaient en détresse pour pouvoir faire à la fois l'accompagnement scolaire quand ils pouvaient le faire. Voilà, donc comment on était à leur écoute, comment on accompagnait les familles les plus en difficulté et on a maintenu un service d'écoute et d'accompagnement dans ce sens-là. Et puis, on l'a dit, la souffrance psychique était particulièrement sollicitée. Alors, c'est vrai que pendant le confinement, on a plus eu quelques situations de décompensation psychique et la plateforme nous a permis de nous organiser, de nous coordonner pour que ça se passe le mieux possible. Les premiers effets de la crise, on les a plutôt sentis à la veille de l'été, avec des ruptures de soins qui se traduisaient par des hospitalisations. Et puis maintenant, on est face à des fragilisations de situations sociales, des gens qui n'ont plus de logement, des gens qui ont perdu leur emploi et pour lesquels la souffrance est vraiment majeure. Du coup, c'est vrai que ce que je trouve intéressant dans les contrats locaux et les conseils locaux de santé mentale, c'est qu'ils viennent dire à la population, si vous êtes en mauvaise santé, ce n'est pas que de votre fait. Nous pouvons tous contribuer à ce que les choses s'améliorent. Et l'enjeu des contrats, ce n'est pas juste accompagner la personne dans les freins individuels et leur permettre de mobiliser toutes leurs ressources, c'est aussi réfléchir plus globalement sur le logement, comme on l'a dit, les transports, etc., qui permettent que ça se passe mieux. Alors, un exemple concret, pour accéder aux droits, parfois, on se heurte à des organisations structurelles qui ne sont pas forcément faciles d'accès. Du coup, ça permet ces espaces de concertation, de réunir la CPAM, de réunir le département, de se mettre autour de la table et de dire, voilà, dans tel profil de situation, on n'arrive pas à avoir un accès rapide et pourtant, il y a un réel besoin pour ces personnes et il ne faut pas que ça prenne trop de temps parce que sinon, la santé se dégrade. Le conseil local de santé mentale, c'était aussi l'occasion de mettre en place des rencontres, on l'a dit, des formations. Les professionnels n'arrêtent pas de le dire. On met enfin des visages sur des noms, mais au-delà de cela, on a aussi une ouverture sur les habitants. On l'a dit, les habitants sont partie prenante de ces dispositifs, ils ont leur mot à dire et on fait avec eux. Les élus aussi ont été demandeurs de pouvoir être formés, informés sur toutes les problématiques de santé mentale dans la cité et comment, avec la psychiatrie, ils peuvent mieux travailler ensemble. La lutte contre les discriminations. Cette année, la thématique de la semaine d'information en santé mentale, c'était discrimination et santé mentale. Notre collectivité est engagée depuis très longtemps sur les questions de discrimination dans le genre, ethnologique, etc. Et du coup, là, on a pu effectivement travailler ces questions-là. Plus ça se parle, plus les gens peuvent s'approprier des savoirs, travailler leur représentation, plus on change et le lien se construit. Le contrat local de santé, ça a été aussi l'occasion de se mettre autour de la table sur l'adaptation au changement climatique et les impacts sur la santé. Et on voit bien que travailler par exemple sur les parcours fraîcheurs, c'est se poser la question des déplacements à pied, déplacements à vélo, déplacements en transport en commun, les points d'eau, les salles fraîcheurs, qui soient dans des lieux privés ou publics. Et forcément, tout n'est pas la propriété de la commune, tout n'est pas compétence de la commune. Et le fait de pouvoir travailler avec le département, l'intercommunalité, du coup, on se complète et on se potentialise. Et je trouve que ce qui est important aussi, c'est que ça donne de la lisibilité à l'intervention publique parce qu'aujourd'hui, qui fait quoi ? Ça, c'est ce qu'on entend souvent. Alors, c'est à la fois normal, il faut s'adapter, donc il faut faire évoluer nos dispositifs, ce qui fait que nos modalités de travail changent, mais il faut avoir la possibilité de se le dire. Et ça, c'est important.
En tout cas, c'est ce qui est ressorti comme des choses essentielles, autant des élus que des partenaires et des habitants. Par ailleurs, on a aussi au niveau de nos territoires une situation très critique sur l'accès à un médecin traitant. Donc nos élus ont organisé des rencontres pour faire déjà un état des lieux et créer les conditions favorables à la fois pour l'installation de projets de maisons de santé pluridisciplinaires, mais aussi par rapport à l'émergence de ce qu'on appelle les communautés professionnelles de territoire en santé. Et on voit bien qu'il y a un réel enjeu dans les articulations de tous ces dispositifs parce que chacun en fait peut contribuer à des places différentes et faire converger les services publics. Du coup, peut-être, je dirais juste modestement, notre territoire, même si on n'a pas de service forcément d'hygiène ni communal de santé, ben pour autant, la volonté des politiques ont joué un rôle important pour qu'il y ait des choses qui se fassent, aussi simples soient-elles. Et nous avons le soutien autant de la politique de la ville que de l'ARS. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on voit bien que réduire les inégalités sociales de santé, c'est faire converger nos différentes politiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Carole. Donc, on arrive à la fin de notre atelier. Peut-être 2 mots en guise de conclusion. Donc, rappelez que la Fabrique travaille depuis longtemps sur la territorialisation des politiques de santé, parce que comme on vient de le voir à travers ces 3 témoignages, la santé se fabrique d'abord dans les territoires. Donc, je tenais encore à remercier Carole Bégou, Jean-Luc Roëlan et Laurent Elgozi pour leurs exposés, leurs témoignages qui montrent bien à quel point il est important de mettre en place des dynamiques territoriales de santé qui permettent de mettre en place des actions plus pertinentes, plus efficaces, parce que plus globales, mais qui permettent aussi d'engager toute une démarche de réflexion sur le projet global de la collectivité et la question du bien-être et de la santé des habitants. Pour finir, il nous semble que plus que jamais, dans la période actuelle, avec la crise sanitaire et sociale que l'on connaît, qu'il est temps de mettre en place une politique nationale de santé avec une déclinaison locale, mais qui se fasse avec les associations et les habitants, et agir en amont, évidemment, par des politiques publiques qui garantissent les droits fondamentaux, qui rendent effectif l'accès à un logement, à un revenu, à une alimentation saine et de qualité. Ceci implique des politiques publiques qui soient garantes des services publics d'une part, et la reconnaissance de la place stratégique des dynamiques territoriales de santé et des collectivités territoriales d'autre part. On ose même espérer que la crise actuelle soit une opportunité pour donner une nouvelle impulsion aux dynamiques des contrats locaux de santé, ateliers santé-ville ou contrats locaux de santé mentale et réduire les inégalités territoriales de santé en s'appuyant sur les expériences et l'expertise d'ores et déjà développées sur les territoires, puisque ça fait des années, 15 ans, 20 ans, on l'a vu à travers ces différentes présentations, que des expériences et une expertise se sont développées. Voilà, merci beaucoup et en espérant que l'année prochaine, on puisse avoir un vrai débat avec un temps d'échange, parce que c'est notre grand regret. Ce format nous a permis d'être présents, mais a empêché le débat et ce n'est pas dans nos habitudes en plus. Voilà, merci beaucoup à tous. Au revoir.